En 1995, il se présente à l'élection présidentielle et annonce avec fracas la crise à venir, crise qui aura lieu en 2008. En 2012, il se présente à nouveau. Nous avons face à nous un homme qui échappe à toute tentative de placement sur l'échiquier politique, tantôt décrit comme gaulliste de gauche, jaurésien, ou encore dans la droite ligne des premiers socialistes. Félicitons-nous d'avoir ce soir face à nous un esprit libre en tout cas. Voilà. Donc, merci beaucoup, et à ceux qui me reçoivent, et à ceux qui vont avoir le courage de m'écouter. On peut dire, pour commencer, Europe, Europe, Europe. Mais quelle est la nature du produit? Quelle Europe voulons-nous? Celle qu'on nous vend actuellement sous ce nom est un repoussoir qui n'entraîne pas l'adhésion des peuples. C'est pourquoi il faut une véritable Europe, celle des patries et des projets qui deviennent un véritable laboratoire du futur et aussi un point de référence et un point d'inspiration pour le monde. Il faut donc refonder l'Europe pour la sauver d'elle-même, ou du moins de l'aveuglement et de la démission de ses dirigeants. Tout se passe en effet comme si en réalité nos dirigeants n'avaient rien de plus pressé que de soustraire leurs décisions au contrôle légitime de leurs constituants, mais pour rejeter ensuite la possibilité d'un contrôle de plus haut niveau. Il reste ainsi un espace assez indéfini, ces longs conseils qui n'en finissent plus, de discours plutôt infinis, au profit d'un ordre supérieur plutôt gelé. Ce sont les paroles gelées de l'Europe, pour reprendre l'expression de François Rabelais. L'existence de l'Union européenne telle qu'elle a été construite, et je pense qu'il faudrait dire déconstruite, depuis l'acte unique et le traité de Maastricht, le système de l'euro et la politique de la Banque centrale européenne, ont été autant d'instruments ou de médiation de la mondialisation financière. Et je dis bien mondialisation financière. La mondialisation est une chose, elle est nécessaire, elle est bonne, mais la mondialisation financière est une autre, qui est nocive, et de plus en plus nocive au fur et à mesure qu'on s'administre la potion. L'Europe est donc à reconstruire, et c'est autour de coopérations renforcées, en ne partant pas de la finance et de la monnaie, mais de projets d'équipement qui sont décidés en commun, qui doivent être décidés en commun, que l'Europe doit se reconstituer. Elle doit étendre sa portée à l'échelle de grands projets, qui soient continentaux et même transcontinentaux, de l'Atlantique à l'Oural, je dirais, avec une dimension eurasiatique aujourd'hui, de l'Atlantique à la mer de Chine. À sa priorité financière et monétaire actuelle, il faut donc substituer la priorité du travail humain et de la culture. L'erreur fondamentale a été de se définir, je pense, en extrapolant à partir du passé et non en établissant une identité européenne à partir de projets futurs. L'euro de Jacques Delors, qui a été défini entre banquiers centraux. Et on connaît toute l'histoire, nous l'avons dite et redite, et pas entre chefs d'État. L'euro de Jacques Delors a envoyé par le fond les grands travaux de Jacques Delors, car le système mis en place n'était pas organisé pour les financer, pour financer l'économie physique par le crédit public. Il faut donc refonder l'Europe en partant du bon pied, c'est-à-dire de grands projets à réaliser en commun, c'est la substance humaine, un système de banque nationale qui est le seul moyen d'émettre du crédit public pour les financer, une politique mettant les spéculateurs hors d'état de nuire et une grande ambition culturelle. Si ces points-là, si ces piliers-là ne sont pas construits, l'édifice ne peut que s'effondrer un jour. Partons d'abord
de la priorité, ou plutôt la pierre de touche, je dirais, qui a prouvé que l'Europe, après Maastricht ou après l'acte unique, est devenue une peau de chagrin. La situation ne s'est pas améliorée, elle s'est aggravée après la grande crise de 2007-2008. Disons-le brutalement, et je le dirais brutalement, ce qu'il faut arrêter, c'est la contre-révolution européenne. La manière de procéder de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne et de la zone euro a conduit à un véritable étranglement des États membres au profit non pas d'une Europe du sommet plus juste, ayant une vision plus étendue et plus humaniste, mais au profit d'un système financier opérant principalement depuis la City de Londres, avec les différentes courroies de transmission sur le continent européen. Son arme et son moyen de chantage, c'est l'endettement des États et la possibilité de spéculer sur cette dette publique continuellement et maintenant, désormais, à la vitesse de la lumière. Avant la crise financière, la cause de l'endettement des États auprès des grandes banques privées, et c'est la fameuse loi du 3 janvier 1973, que j'étais le premier à dénoncer, se trouvait dans l'interdiction qui leur avait été faite ainsi d'emprunter auprès de leur banque centrale. Déjà, le problème est posé au XIXe siècle par un économiste de l'économie physique nationale très oublié, qui s'appelle Paul Coes. Et il pose exactement la même question dès cette époque. Et puis, dans la baisse de leurs recettes, due aux cadeaux fiscaux accordés aux ménages les plus riches et aussi aux très grandes entreprises, on a peu à peu dépourvu les États. Ces deux causes relèvent d'un même choix qui est d'apparence libérale, mais qui de fait impose un monopole financier et aussi des privilèges. Après la crise, la situation s'est aggravée. Les États ont été contraints d'injecter massivement des liquidités dans le circuit financier pour renflouer les banques, les secteurs d'affaires ou les secteurs de marché de ces banques, menaçant d'entraîner avec eux les secteurs de dépôt et de crédit à l'économie. C'était le chantage de la Banque universelle. L'explosion des déficits publics trouve donc sa racine dans le comportement des opérateurs financiers qui sont à l'origine de la crise et dans la confusion entre secteurs logés sous le même toit. Or, c'est aux États et à leur peuple qu'on impose la rigueur et l'austérité, ruinant ainsi toute possibilité d'un redressement économique réel. Ainsi, la Grèce, où l'on travaille plus qu'en France et plus qu'en Allemagne, la Grèce en est à son 3e, maintenant 4e plan d'austérité et voit sa dette croître et son déficit exploser et son niveau de vie, en 2 ans et demi, a baissé de 50%. Pire encore, les banques ne se prêtent pratiquement plus d'argent entre elles, car la confiance ne règne pas. La BCE a décidé de leur prêter en bafouant ses propres principes et ses textes fondateurs. La BCE a d'abord prêté à taux fixe, donc très bas, aux banques, à 3 et 6 mois. Puis, avant de partir, Jean-Claude Trichet a pris une mesure non conventionnelle de plus, en décidant de leur prêter désormais des quantités illimitées d'euros pour des durées respectives de 12 et 13 mois. De plus, la BCE achète sur le marché secondaire, c'est-à-dire aux banques, les obligations des pays européens les plus exposés qu'elles détiennent, renflouant ainsi encore les banques tout en prétendant soutenir les États. Ce n'est un secret pour personne dans les milieux qui sont dans la cour que les Français et les Allemands, nous autres et les Allemands, avons vendu des armes à la Grèce. Rassurez-vous, nous en avons vendu aussi à la Turquie en même temps, mais surtout à la Grèce. Et nous les avons vendus, les Grecs ayant besoin d'argent, parce que les Grecs avaient émis les obligations sur les marchés qu'ont acheté les banques françaises et allemandes. Et aujourd'hui, on appelle aider la Grèce, imposer d'une part l'austérité au peuple grec, et d'autre part racheter sur les marchés secondaires ou essayer d'arranger les choses en prétendant faire subir aux banques certains effets de la crise, mais en réalité les arrangeant par derrière. On rachète aux banques sur le marché secondaire ces obligations aux Grecs, et ça n'est pas du tout le peuple grec, c'est les banques. Les banques peuvent donc constituer à se refinancer auprès de la BCE à des taux dérisoires,
et à prêter aux États à des taux supérieurs, ou continuer à jouer sur les marchés, pire encore, avec des fonds sur des fonds spéculatifs. Alors elles peuvent être directement ou indirectement en prêtant à des fonds spéculatifs, aux fameux hedge funds, en leur prêtant, en les sponsorisant, en les lançant, en les coachant, comme on dirait aujourd'hui, et si ils font faillite, on coupe une branche morte, s'ils ne font pas faillite, on gagne énormément d'argent. Donc, il règne sur ces marchés une sorte de principe juridique de respect de la loi, mais en violant complètement les principes du droit. Et le cas extrême, c'est les fameuses plateformes alternatives, les fameuses dark pools, on est plus honnête en anglais, grâce à la directive européenne MIF, marché des instruments financiers, qui a été mise en place en France le 1er novembre 2007, dès que Nicolas Sarkozy, ou pratiquement peu après qu'il ait été élu. Donc c'est ça la vérité scandaleuse du système de l'euro. Puis on a continué. C'est le système Draghi. Donc c'est l'ex de Goldman Sachs, Europe, qui prétend n'avoir rien vu, rien entendu et rien su de ce que sa société traitait avec la Grèce, lorsque les comptes grecs ont été arrangés par Goldman Sachs pour que la Grèce puisse rentrer dans l'Union européenne. Et puis ensuite, c'est le même Goldman Sachs qui a fait savoir que la Grèce se trouvait en difficulté, mais auparavant, comme c'est son client, il le savait mieux que les autres, mais auparavant, ils avaient acheté les fameux crédits default swaps, c'est-à-dire des titres de garantie contre un défaut de la Grèce. Ces titres ont été multipliés par 2, 3, 4, 5, et ils ont gagné des sommes énormes contre leurs propres clients, contre les intérêts de leurs propres clients, en quelques mois, ou quelques semaines, ou parfois quelques minutes, et même parfois quelques secondes. C'est comme ça qu'on opère sur les marchés, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Vous savez qu'aujourd'hui, sur la bourse de Paris, entre parenthèses, la durée moyenne de détention d'un titre, c'est 2 secondes. C'est dans le monde. Je crois que le monde dit toujours la vérité. Bien. Donc, Jean-Claude Trichet sur Arte, lorsqu'on l'interroge sur toutes ces histoires, et sur Mario Draghi, on lui demande « Mais qu'est-ce que vous pensez que quelqu'un comme ça, qui a eu cette carrière-là, soit à la tête de la Banque Centrale Européenne ?» Trichet répond « Vous ne m'avez pas posé cette question !» Et ça s'arrête là. Pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas si vous avez vu le programme, c'est hallucinant. Encore, il a été le seul à accepter de répondre. Mais il m'a dit « Vous n'avez pas posé cette question !» C'est comme Jospin. Je l'avais dit, mais ça ne me ressemble pas. Bien. Alors, on a continué. La BCE a fourni, en décembre 2011, 500 milliards d'euros aux banques européennes et encore 500 milliards d'euros en février 2012, 1000 milliards en tout, sous forme de prêts, cette fois à 3 ans. Donc, on est passé d'abord de quelques mois à 3 ans et à 1%. 1000 milliards en tout. Là, on commence à violer les propres règles instituant la Banque Centrale Européenne tout en prétendant ne pas le faire. De plus, Mario Draghi a décidé de racheter les obligations des États européens en difficulté sur le marché secondaire, c'est-à-dire racheter des créances devenues douteuses aux banques qui les possèdent, en quantité illimitée et sans limite dans le temps. Certes, les obligations rachetées sont à 3 ans ou moins, mais ainsi, l'on crée une incitation à la dette à court terme. Vous voyez les Espagnols à emprunter à court terme, ce qui est pire, parce qu'un pays comme l'Espagne avait un problème des échéances courtes. Et là, ça aggrave encore les échéances courtes. Ça les remplace en l'immédiat, mais ça les aggrave dans l'avenir. C'est comme Gribouille qui disait que pour se préserver de la pluie, il fallait sauter au fond de la mare. On est à peu près là. En plus, il y a un principe qui a été développé, c'est-à-dire que on stérilise. C'est-à-dire que si on prend en faveur des États des obligations à moins de 3 ans, on est obligé d'en remettre sur les marchés l'équivalent. Alors on a ce principe de stérilisation et en même temps, on avale des effets toxiques, ce qui est complètement aberrant comme mécanisme. Enfin, il a été créé le Fonds européen de stabilité financière et maintenant le mécanisme européen de stabilité. Ça fait environ 700 milliards de potentiel, 500 milliards du mécanisme européen de stabilité, 200 milliards qu'il est resté du Fonds européen de stabilité financière, sans contrôle réel, au cas par cas, pas de contrôle réel au cas par cas, et on met à la disposition des États ce fonds avec ce mécanisme.
On dit que ce n'est pas assez et on parle bientôt de 2000 milliards d'euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez, comme sont allés les journalistes amis, chercher le siège du mécanisme européen de stabilité, vous trouvez une petite maison avec une petite porte au Luxembourg, et c'est là le siège, qui était le siège du Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité. Une maison avec un local à peu près aussi grand qu'un bureau de banque dans un paradis fiscal. C'est révélateur tout de même. Et ça gérera les centaines, voire les centaines de milliards, les dizaines de milliards, les centaines de milliards de fonds de renflouement européen. Donc l'aveu de ce qu'est ce système, c'est le traité de stabilité, de coordination et de gouvernance, le fameux TSCG, que d'autres appellent pacte budgétaire, qui vient d'être voté. Alors ce qu'on voit dans ce pacte, c'est qu'il est construit pour sauver un système en place, qui est celui d'une oligarchie financière, en imposant le garrot aux États et aux peuples. C'est une sorte de régime d'inquisition financière. Son article 3.1b impose la fameuse limite inférieure de déficit structurel, qui est de 0,5% du produit intérieur brut. Ça veut dire en clair, le déficit structurel, ça veut dire en clair que les dépenses habituelles de l'État, des collectivités territoriales et aussi de la sécurité sociale doivent être plafonnées. Donc c'est considérer en réalité la santé comme une charge financière, comme un coût. Et je dois dire qu'il y a dans l'économie actuelle, malheureusement, si vous regardez ses bases, une logique à cela, puisque tous les avantages et ce qu'a apporté l'informatique, qui sont en fait des conséquences des retombées des programmes spatiaux, excusez-moi encore une fois d'en parler et de mentionner, des années 60, 50, 60 et 70, toute l'informatique, toute l'électronique a été mise au service, non pas de la production, des entreprises qui produisent, mais au service d'une estimation des coûts. Et une fois qu'on a estimé ces coûts, la santé, le travail, les choses comme ça deviennent des coûts. Et on cherche à les réduire. C'est ça la logique de ce système. Cette obligation de 0,5% de produit intérieur brut pour les déficits structurels se conjugue au fameux 3% pour le déficit public global, qui comprend les dépenses exceptionnelles, les dépenses d'investissement. François Hollande s'est engagé à le respecter pour fin 2013. Je pense qu'à peu près tout le monde sait que cette échéance ne pourra pas être tenue, même Claude Barthelone l'a dit à l'Assemblée nationale. Pour y parvenir, en plus des 30 milliards qui ont été annoncés, les 20 plus 10, les 20 de hausse d'impôts et les 10 de baisse des dépenses, plus les 7 qui dataient de Fillon, ça fait 37, il faudra ajouter probablement 20 à 30 milliards, ce qui est insupportable et destructeur de l'économie. En plus, l'article 4 stipule que lorsque l'endettement d'un pays dépasse 60% de son produit intérieur brut, il sera obligé de réduire sa dette au rythme de 1% par an sur 20 ans. Un vingtième par an. Pardon, pas 1%, un vingtième par an. Donc notre endettement aujourd'hui, c'est à peu près 90% de notre produit intérieur brut. En gros 1800 milliards, un peu plus. Il faudra donc le réduire d'un tiers sur 20 ans pour atteindre les 60%. Ça fait 30 milliards par an à partir d'aujourd'hui, et plus, sans doute, puisque l'équilibre, selon Hollande, et selon les experts du gouvernement, il n'y a pas que Hollande, hein, c'est injuste de l'accuser tout seul, sera atteint à partir de 2017 seulement, puisque jusque-là, notre endettement va s'accroître. Donc ça sera plus de 30 milliards par an. Donc c'est insupportable dans le système. L'article 8.1 renvoie aux dispositions contraignantes et permanentes de l'article 3 et impose pratiquement une mise sous tutelle des fautifs. Ils devront, en vertu de l'article 5, présenter un programme comportant une description détaillée des réformes structurelles à mettre en œuvre pour assurer une correction effective et durable. Le Conseil et la Commission européenne approuveront ou imposeront des sanctions. Cela veut dire en clair des réformes, et les États pourront choisir, on leur laisse le bonheur de choisir quelles réformes ils mettront en place. Mais ils devront re-rentrer dans les rails, c'est-à-dire en réduisant les dépenses des services publics et en réduisant donc le périmètre de l'État. Pour contrôler le fonctionnement du garrot, on a ainsi l'inquisition financière.
En plus, si un État soupçonne un autre de ne pas être dans les rails, il peut le dénoncer à la Cour de justice européenne. Donc, principe de délation. Dans ce contexte, les solutions qu'on propose, dont on entend parler, aujourd'hui, la première solution, à moyen et court terme, c'est la fameuse union bancaire. Mais en principe, elle n'est pas une solution. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les problèmes immédiats sont d'abord la disparition du crédit. En Espagne, en Grèce, au Portugal, en partie en Italie, et un peu déjà chez nous. Et disparition du crédit due à trois choses. Les banques utilisent les capitaux collectés dans les pays considérés comme potentiellement ou réellement mous, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal, pour prêter dans les pays considérés comme potentiellement durs. L'Allemagne, les Pays-Bas et même la France. C'est pour ça qu'on peut emprunter nous-mêmes à taux d'intérêt négatif sur les durées courtes. C'est pas vraisemblable à tout le monde. Et l'Allemagne emprunte à taux d'intérêt négatif depuis longtemps. Mais c'est un pari possible qui justifie cela, un pari sur un possible retour aux monnaies nationales, les pays mous étant alors sujets à dévaluation. On a intérêt à avoir prêté aux pays durs. Ça, c'est la première raison. Le risque bancaire élevé en Grèce, en Espagne et au Portugal explique aussi la réticence des banques à y prendre des risques supplémentaires. C'est la deuxième raison. En Espagne, les crédits pourris, on pourrait dire, représentent 180 milliards d'euros en août 2012. C'est un peu plus de 10% de l'actif des banques. Donc c'est énorme. Ensuite, il y a une incapacité d'arriver à une solution sur la supervision bancaire, qui est intrinsèque, qui est nécessaire à cette union bancaire. Donc, le sommet européen des 18 et 19 octobre a abouti ainsi à un échec. On a bien promis qu'il y aurait une supervision bancaire, mais on n'a jamais dit quand. On a bien accepté le principe, mais le principe de la supervision et l'union a été retardé, et il semble bien qu'il faudra attendre le 1er janvier 2014. Or, d'ici à 2014, les problèmes se seront terriblement aggravés. On estime que les mauvaises dettes atteindront 270 milliards d'euros dans les seules banques espagnoles. On ne parle pas des espagnols, on ne parle pas de tout le reste. Donc, le problème se posera avant qu'on ait trouvé une solution qui n'est pas une solution. Alors, en Grèce apparaît déjà un autre phénomène. Je ne sais pas si celui-là, on n'en parle pas, c'est la démonétarisation. Ce qu'on avait vu en Argentine, par exemple, ou même en Islande. C'est-à-dire que les gens, pour se défendre, la population et les petites entreprises, créent des circuits de paiement alternatifs, des monnaies alternatives pour se défendre. Alors, si ça permet à la population de résister, et c'est un mécanisme de résistance normal pour elle, ça constitue cependant un frein absolu au redémarrage global, général de l'économie. De plus, l'aide directe du mécanisme européen de stabilité, à condition qu'elle puisse être mise en place, vous avez vu que les conditions ne sont pas réunies, se trouverait être faite, reportée après la mise en œuvre de l'union bancaire, soit après le 1er janvier 2014. Et les gens font cette mauvaise plaisanterie, on attend des grouchis, ce fut Merkel. Merkel, sponsorisée par Cameron dans cette affaire, et Cameron, sponsorisé par la CIP. Donc voilà pour l'union bancaire. Maintenant, deuxième solution, dite à moyen et long terme, c'est la mutualisation des dettes et le fédéralisme au sein de l'euro. Or, on ne prend pas en compte ce qu'impliquerait le fédéralisme. Des transferts importants réalisés au nom d'une solidarité qui transcende les divergences nationales et régionales. Ça signifie que les pays du nord de la zone euro devraient réaliser les transferts en faveur des pays du sud pour que ceux-ci retrouvent la compétitivité qu'ils avaient en 1999 et qu'on assure chez eux les bases d'une croissance raisonnable. Ce transfert doit être d'autant plus important que trois choses arrivent aujourd'hui dans ces pays qui sont en chute et qui rentrent en dépression grave. Trois choses arrivent. La disparition du crédit, qui entraîne un effondrement des investissements en pourcentage du produit intérieur brut. La reprise dépendrait donc de dépenses publiques, parce que les banques ne prêtent plus. Or, les dépenses publiques sont les premières touchées par les politiques d'austérité européennes. Donc, on réduit le niveau de vie des peuples, on serre le garrot à l'économie,
et en même temps n'ont pas les moyens de payer la dette dans l'avenir. C'est ce que ça veut dire. Deuxièmement, le chômage, avec les coupes massives aussi des budgets de la recherche et développement et de l'éducation, comme en Grèce ou en Espagne, auxquels ces pays tous procèdent en réalité, non seulement la Grèce et l'Espagne, mais aussi le Portugal et les autres, ça entraîne un effondrement social. La baisse du niveau de vie de la Grèce, je vous l'avais dit, de 50%, et plus de 50% des jeunes espagnols au chômage. Et sur les 50% qui restent, plus de la moitié en CDD. Et des CDD de quelques jours ou quelques semaines. Enfin, les pays eux-mêmes se désagrègent, car l'austérité sauvage des plans, ce qu'on peut appeler la Troïka, la fameuse Troïka, le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, ces plans d'austérité sauvage entraînent un éclatement des pays, une hétérogénéité économique, exactement comme ce fut le cas de la Russie, en Russie, entre 1992 et 1998. Donc voilà donc une Europe de régions qui risque de se mettre en place. Par exemple, la Catalogne demande déjà son autonomie, voire son indépendance. Et vous savez bien que j'étais, il y a quelques années, à la frontière entre la France et l'Espagne, et il y avait un bureau de douane qui était désaffecté avec un grand mur blanc, et dessus, ils avaient écrit Espagne à 300 km, France à 150 km. Donc c'est bien notre Catalogne aussi que ces gens-là envisagent d'agréger à leur futur État, sur un fond de chaos économique et social. C'est une Europe des régions sur un fond de chaos économique et social. Dans ce contexte, si la zone euro est maintenue et si on progresse vers le fédéralisme, l'Allemagne devrait verser environ, c'est une évaluation approximative comme toutes ces évaluations, mais environ 200 milliards très vite, soit l'équivalent de 8% de son PIB en faveur des pays du Sud. Dans le système, si on reste dans le système de l'euro. Faire ce calcul, on établit absolument l'impossibilité. L'Allemagne ne peut pas contribuer à hauteur de 8% de son produit intérieur brut sous peine de détruire son économie. Ce serait pratiquement un peu plus que lors de la réunification de l'Allemagne. C'est pourquoi Mme Merkel oppose une fin de non-recevoir, soit à l'émission de dette commune, soit aux fameux eurobonds, aux euro-obligations. Enfin, on nous présente une troisième solution qui est d'aller encore plus loin dans le fédéralisme, qui est l'union politique. Elle implique de fait un fédéralisme fiscal et budgétaire qui serait beaucoup plus étendu. Or, les pays fédéraux ne peuvent fonctionner qu'avec un budget fédéral compris entre 50 et 66% de leur produit intérieur brut. Or, le budget européen, le budget de l'Union européenne, dépasse à peine 1%. Donc, vous voyez qu'une telle chose est absolument hors sujet et hors de portée. Or, pour un élève ou un étudiant, un élève dans une école ou un étudiant à l'université, s'il écrit un devoir tout à fait hors sujet, il a un zéro, pointé ou pas. C'est beaucoup plus grave pour un dirigeant politique, car si il traite une question hors sujet, il perd sa capacité d'intervenir dans la réalité. Et c'est en train d'arriver sous nos yeux pour les dirigeants européens. Car, comme il s'est trompé dans le diagnostic, il s'adresse à une réalité imaginaire au détriment du monde réel. On peut conclure ici sur ces trois solutions. Ce sont aujourd'hui 30 ans de trajectoire européenne, tant à Bruxelles que dans chaque pays européen, qui sont soumis à la critique tout à fait implacable des faits, et simplement des faits. Lorsque François Hollande nous dit, il le déclare dans 6 grands journaux européens, y compris Le Monde chez nous, lorsqu'il nous dit, donc avec une certaine solennité, lorsqu'il nous dit on est prêt, tout près d'une sortie de crise de l'euro, on se dit que son médecin doit être le docteur Coué. Il serait bien entendu encore possible d'éviter cette crise à la condition d'en traiter les causes réelles et pas les symptômes. Cela suppose des hommes de caractère capables de prendre les décisions qui s'imposent en assumant leurs responsabilités devant cette histoire que je viens de décrire. Or, que voit-on? La question du TSCG. On l'adopte. Sous la table, tout le monde sait bien qu'il n'est pas applicable dans l'État. Mais personne ne veut dire que le roi est mieux. La proposition allemande va plus loin. Les Allemands proposent un contrôle direct avec droit de veto d'un commissaire européen sur le budget d'un État membre de la zone euro. C'est une fuite en avant pour échapper à ses responsabilités. Et cela aboutit à faire de la question du vote du budget une question technique.
Et c'est très grave. Une question réservée à l'exercice de compétences au sein d'un ordre et pour le faire durer. C'est extrêmement grave, et c'est pire qu'un crime, je pense, c'est une erreur très grave. Car c'est oublier que le principe fondateur des républiques modernes, de 1776 aux États-Unis à 1789 en France, ce principe fondateur, c'est le consentement à l'impôt. En France, aujourd'hui, on oublie, ou pire encore, on veut revenir sur le fondement de la démocratie républicaine, qui est ce consentement à l'impôt, qui est la différence sur des conflits de principes entre un État de droit républicain et le bon vouloir d'une élite autoproclamée, directement ou indirectement. Et c'est là que nous en sommes. Alors, que faire? La seule voie est une Europe de grands projets qui soit laboratoire du futur. De grands projets à l'échelle de l'Europe, de l'Eurasie, de l'espace méditerranéen et de l'Afrique, pour relancer l'économie européenne et mondiale et créer les conditions d'une paix par le développement mutuel. Parce que si vous ne créez pas la substance économique pour assurer que les gens puissent s'entendre, vous n'aurez jamais la paix. Et aujourd'hui, on est parti dans la voie d'une guerre de tous contre tous. Et ce qui arrive au Proche et Moyen-Orient en est le signe immédiat. Cela suppose revenir à une politique de banque nationale et de crédit public, ce que les dispositions actuelles de l'Union européenne interdisent. Il faut donc qu'au nom de nos conquêtes sociales et politiques, et pour la création d'emplois motivants, qualifiés et qui soient justement rémunérés, la France élève la voix et ne se noie pas dans toute une série de compromis, de compromissions qui sont autodestructrices. Et je ne prends qu'un exemple, mais parce qu'il est frappant. Vous savez qu'on a poussé au Conseil de sécurité des Nations Unies pour une intervention au Mali contre les djihadistes qui s'y sont réunis avec le financement de nos amis du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Donc d'abord, on peut refuser qu'ils rentrent chez nous, puisqu'ils font cela là-bas. C'est reconnu, compris par nos propres services de renseignement militaires et civils. Donc, si on fait cela sans un projet de développement là-bas, cette région qui est déjà appauvrie par la sécheresse de 1984-85, et par les guerres civiles de la fin des années 1990 et aussi les dernières guerres des années 2000. Eh bien, on aura créé un chaos et un désordre, après lequel le chaos et le désordre libyen s'étendra partout encore plus vite. Donc si on intervient, et je pense qu'il est légitime de penser qu'on intervienne, mais si on le fait sèchement, sans rien, on n'apporte rien, on détruit. Donc ce qu'il faut, c'est un grand projet européen de développement économique, et qu'on l'affiche, et qu'on puisse le faire. Mais avec l'Europe d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce grand projet voudrait dire la remise à eau du lac Tchad, créer un poumon d'eau au centre de l'Afrique, avec un grand projet capturant les eaux du Congo, même à hauteur de Bukavu, la République démocratique du Congo, et les amenant à travers la Centrafrique vers le bassin de l'Ubangi-Chari. Donc créant, ça ne ferait que 5% des eaux du Congo, s'il n'y a rien, de toute façon ça va à la mer. Donc créer un axe, un pôle de développement. Alors on dit c'est trop cher, on ne peut pas le faire. Ceci dit, il y a un autre sujet, c'est le lac de Fibigine, qui lui fait 600 km², c'est dans le grand bassin intérieur du Niger. Et comme le Niger perd son eau, parce que l'eau est prise, parce qu'il y a des conditions de sécheresse, parce que il y a aussi un manque d'entretien, les eaux du Niger ne montent plus jusqu'au lac Fibigine. Donc ici, il y a 600 km². C'est beaucoup moins que le lac Tchad, qui est à 2500 km². Il faudrait arriver tout de suite à 10 000 km² sur le lac Tchad, c'est ce qu'il était auparavant. C'est même 25 000 km² dans les années 1950. Donc il faut arriver à quelque chose pour faire autour des cultures maraîchères, par exemple, pour permettre à nouveau la pêche, pour qu'il n'y ait pas d'opposition entre pêcheurs, éleveurs et agriculteurs. Donc recréer un vouloir vivre en commun. Lac de Fibigine, c'est 600 km², la remise en eau coûterait environ, d'après les évaluations des Nations Unies, 15 à 20 millions d'euros. Ça non plus, il n'y a pas l'argent. Donc si on affichait quelque chose, si on affichait un projet, c'est ce que je veux dire, là-bas, on pourrait rétablir un ordre digne de ce nom. Mais il faut afficher ce projet, mais il faut avoir cette volonté.
Et on ne l'a pas, on ne pense même pas au rapport entre les deux choses, l'intervention militaire et le développement économique qu'il faudrait permettre. Alors qu'aujourd'hui même, on arrête les grands travaux en France. Ça a été affiché. Alors on avait dit, sous la présidence précédente, que ça serait fait, on n'avait pas réuni les moyens. Sous celle-ci, on constate qu'on n'a pas les moyens, on dit qu'on ne le fera pas. C'est le canal Seine-Nord qui est essentiel pour unir la France au système économique du nord de l'Europe. Donc on décide, on renvoie au calendrier grec. Et en même temps, on annule 3 lignes de TGV, l'ASCO 4, des projets culturels, etc. Donc c'est le faire, bien voir que reconnaître une monnaie qui n'est pas adossée à une souveraineté politique, c'est le cas de l'euro, mais qui est liée à un système financier, ça ne peut pas durer. L'euro n'est pas devenu un instrument pour servir l'intérêt général. Je ne sais pas si Jacques Delors le croyait ou pas, mais la conclusion, c'est que son euro ne l'a pas fait. Mais c'est la référence d'une banque centrale européenne qui est vouée par nature à défendre des intérêts financiers qui ne sont ni français, ni américains, ni anglais, ils sont mondiaux, ils sont hors sol, mais avec les mœurs et les coutumes de l'Empire britannique et de la City. L'euro s'est donc détruit lui-même et menace d'entraîner dans sa chute les économies européennes. Ce n'est pas un pare-choc, mais c'est la cause de l'accident. Et c'est pourquoi il faut en sortir, et on ne peut pas transformer par un coup de baguette magique une mauvaise monnaie en une bonne, un coup de baguette magique fédéral. Pas le faire, c'est bon vu. Donc, dans cette situation, il faut créer de la substance pour le vouloir vivre en commun, l'agir ensemble, avec de grands projets qui soient des projets réellement créateurs de monnaie. Et il faut donc un crédit public, sous responsabilité des citoyens, investi dans la création humaine, dans l'équipement de l'homme et de la nature, qui définit ce qu'on peut faire en commun. S'il n'y a pas ce projet, et s'il n'y a pas un projet de faire quelque chose en commun, ben, on a beau créer des textes et tenter de les appliquer, ça ne marche pas. Il ne faut plus que l'Europe marche sur sa tête monétaire, mais qu'elle remette les grands projets et le crédit en haut, et la monnaie à la place qui lui revient, celle des pieds. Cela veut dire créer des corridors de développement ouest-ouest, ouest-est, qui portent vers l'Eurasie, donc, et nord-sud, qui portent vers l'espace méditerranéen, et aussi l'Afrique. Et c'est la priorité, créer de la substance économique pour la productivité et le travail qualifié, avec un premier principe, des corridors de développement en Europe, par lesquels circulent les machines, l'énergie, les hommes, le développement, 13 corridors de développement, est-ouest, c'est ce que nous appelons le pont terrestre eurasiatique, c'est une métaphore. Et le deuxième principe, c'est désenclaver, faire à l'échelle de l'Europe ce que l'aménagement du territoire a été en France après la guerre, et en portant vers, évidemment, l'Eurasie. Et enfin, un principe de peuplement et de transfert de technologie, nous-mêmes faisons ce qui n'a pas été fait, développons la recherche, cette société de la connaissance qu'on avait promis à Lisbonne en 2000, et finalement, on n'a jamais fait. La France en est à peu près, on est en train de tomber en dessous de 2% pour la recherche. Donc, il n'y a pas cette substance de l'avenir. On peut transférer de la technologie à d'autres, il le faut qu'ils se développent. Le développement mutuel, c'est un principe. La condition soi-même de développer les technologies du futur. Ce qu'on ne fait pas. Alors, avec quoi, on dira, avec quoi peut-on faire tout ça? Et c'est justement avec le crédit. La reconstruction de l'après-guerre ne s'est pas faite avec de la monnaie ou de l'épargne, mais avec du crédit, qui est un pari sur l'avenir dont parlait Louis Armand, ou les fameux paiements différés du plan Marshall, qui était la bonne chose en plan Marshall, qui n'y était pas bon, mais ça c'était un bon principe. On payait ce qui était prêté avec le produit de l'équipement qu'on avait réussi à faire et du développement économique qui se situait autour. Donc ce principe doit être réadopté. Et l'Europe doit aujourd'hui l'adopter, et je dirais vraiment brutalement, sous peine de disparaître. Ça signifie quoi? Ça signifie écarter tout ce qui l'empêche. Et là, c'est là que je deviens iconoclaste, mais fidèle à ce qui a permis un développement économique dans tous les pays qui se sont développés.
Ça veut dire que l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit aux banques centrales de prêter de l'argent aux États sans intérêt, doit être abrogé. Parce que ça contraint les États, je l'ai dit, à emprunter cet argent avec intérêt à des acteurs privés. Ainsi, la dette publique verrouille au plus haut niveau du droit la capacité de nos dirigeants politiques, mais aussi des responsables d'entreprise, et les condamne à l'impuissance face à la finance à court terme. Ce que j'appellerais l'émission effrénée de capital fictif, pas de vrai capital, qui est le capital humain et le capital technologique. Il faut abroger donc la loi du 4 août 1993 en France, qui est relative au statut de la Banque de France. Vous savez, c'est celle qui a remplacé la fameuse loi du 3 janvier 1973. Les gens mentionnaient cette loi, elle est déjà abrogée, mais celle qui l'a remplacée est aussi mauvaise, sinon pire, qui dit « Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou tout autre organisme ou entreprise publique. L'acquisition directe de titres de leur dette est également interdite. » Donc ça permet aux banques privées d'emprunter de l'argent à un certain taux, de prêter à l'État de l'argent à un taux supérieur et de s'enrichir au détriment des États. Et c'est ce qui se passe depuis 1973. Et c'est ce qui est interdit de mentionner sur les chaînes de télévision publiques de façon calme. On peut le faire de façon qu'il ne le soit pas, mais de façon calme, non. Parce qu'on n'aime pas beaucoup la vérité dans la société où nous vivons, que ça va recevoir tous les jours. L'autre texte à abroger, c'est la loi du 12 mai 1998, qui intègre la Banque de France au système européen de banque centrale, institué par le traité de Maastricht, qui interdit aux gouverneurs et aux membres du Conseil de la Banque de France de solliciter ou d'accepter les instructions du gouvernement ou de toute autre personne. C'est-à-dire, c'est une indépendance pratiquement absolue, et ce n'est plus une banque des citoyens, c'est une banque qu'on pense technique, réservée aux compétences de certains qui représentent le système. C'est ça qui est absolument inadmissible. Quand on avait une banque de France, une banque de la France, un Conseil national du crédit et un commissariat général du plan ou au plan, c'était tout à fait différent. Les forces vives de la nation contribuaient au développement de la politique de la France. Aujourd'hui, c'est ça qui a été abrogé, qui a été exclu. Donc il faut abroger ce texte à son tour, parce que c'est un texte qui met des menottes aux mains et des fers aux pieds à toute possibilité de développement. Enfin, il faut changer évidemment les responsables à la tête des principales institutions bancaires publiques. On ne peut pas continuer avec un monde où 47% des sociétés du CAC 40 ont des représentants de BNP Paribas à leur conseil d'administration. Si on veut parler de monopole, là on en a un. Rassurez-vous, les autres banques à une moindre échelle pratiquent le même jeu. Donc dans ce contexte, comme le reconnaît lui-même un libéral tout à fait labellisé, qui est M. Langlais, il faudra, lui-même le reconnaît, organiser un moratoire et une annulation de dettes, en établissant celles qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas. Outreau aussi défend ce principe. Il y a un certain nombre de gens qui commencent à le dire. Pas nécessairement du front de gauche ou du Parti socialiste. Il y a déjà des gens à droite qui commencent aussi à reconnaître. Il y a là la possibilité de définir une politique au-dessus des intérêts partisans pour le bien commun de notre pays. Avec cela, évidemment, nous l'avons dit et répété, et on a eu tendance à réduire tout ce que je dis à cela, il faut revenir au système bancaire dont on disposait à la Libération, c'est-à-dire celui associé au Glass-Steagall de 1933 de Franklin Delano Roosevelt. Ça veut dire, évidemment, pour mettre les spéculateurs hors d'état de nuire, on coupe les banques en deux. Alors, on arrête de renflouer les activités de trading des fonctions d'investissement, qui doivent être pour cela séparées juridiquement et totalement dans des entités différentes des fonctions de dépôt et de crédit utiles à l'économie. Tout ce qui est utile et nécessaire à l'économie, indispensable, doit être protégé par l'État. Et si les banques qui le font mal, elles doivent être nationalisées. Si elles le font bien, elles doivent développer leurs activités. C'est l'intention qui compte, ce n'est pas le statut. Un excellent rapport, je dois dire, de Laurence Cialom, on fait la publicité, il est là, la réforme de la structure des banques, un enjeu démocratique majeur, où elle ne prend pas vraiment parti,
mais elle explique tellement bien les choses qu'à la fin, on est obligé de conclure d'être pour la séparation des banques. Donc c'est très bien fait. C'était pour Terra Nova. Et il y a des études aussi excellentes sur ce sujet de Finance Watch et d'Alpha Value. Donc vous avez tout un matériel sur lequel vous pouvez étudier cette chose, plus ce que nous-mêmes nous avons écrit. Alors, c'est ce que M. Noyer et Moscovici ne veulent pas. Vous savez, M. Noyer, qui est gouverneur de la Banque de France, il vous dira « Mais vous voyez bien, Lehman Brothers, c'est un état de faillite, c'est une banque d'investissement, elle était sur les marchés. Et puis Northern Rock en Angleterre, c'est une banque commerciale. Et aussi, elle fait faillite. Le statut n'y fait rien. » Ce qu'il oublie de dire, c'est trois choses. D'abord, que Northern Rock jouait sur les marchés immobiliers, que son conseil, c'était Lehman Brothers, et que lorsqu'il titrisait, c'était Lehman Brothers qui le faisait. M. Noyer sont ou très ignorants ou très secrets. Je ne sais pas. Alors, M. Moscovici aussi ne le veut pas, et pourtant, c'est ce qui est nécessaire pour nettoyer les écuries d'Augias de la finance et éviter l'inceste monétaire. Parce que s'il y en a qui pratiquent des activités de trading d'un côté, et dans les grandes banques françaises, elles représentent environ 40%, la tentation est grande d'utiliser les dépôts de l'autre. Donc, mieux vaut arrêter la tentation que de penser que ces gens-là peuvent s'autogouverner. Comme ils ont dit, j'avais rencontré c'était en 2007, Ramon Fernandez, qui était à l'époque le conseiller économique de Nicolas Sarkozy, c'est plus un secret, et il m'avait dit non, tout ce que vous dites, non, on a des stabilisateurs européens qui feront face, il n'y aura jamais de crise en Europe, pas comme aux États-Unis, et en plus, nous avons des moyens d'intervention sur les marchés qui nous permettront de contrôler les choses. Puis on a vu le résultat. Alors oui, on peut faire redémarrer l'Europe avec des États-nations qui soient associés à de grands projets et pas à la finance qui est devenue folle. La France doit être le pays qui défend cette sortie ordonnée de l'ordre actuel, car il n'y a pas d'autre solution. Et l'autre solution, ce qu'elle pointe à l'horizon, c'est la sortie sauvage et destructrice. La fuite en avant fédérale, qui est ce qu'on propose d'un côté, et le repli national, sans grand projet, sont les deux faces d'un même dilemme. La solution est de prendre de la hauteur, et le taureau par les cornes, je dirais, pour en sortir. Autrement dit, la France doit défendre la voie du crédit associé à une Europe de grands projets, dans le cadre d'une refondation de l'Europe et du passage à un système international lui aussi fondé sur le crédit productif et pas sur la monnaie destructrice. C'est ce que parfois nous avons appelé un nouveau Bretton Woods. Sur le plan monétaire, il faut sans doute garder un euro pour les projets communs, mais revenir à un euro pour les opérations intérieures comme monnaie nationale. Et c'est facile, puisque vous savez que sur tous les billets, il y a une lettre et que cette lettre correspond à chaque pays. Donc, on peut avoir un euro global qui serait une unité de compte, une monnaie commune, et pas une monnaie unique. La monnaie unique, c'est complètement aberrant dans des pays de développement différents, de niveaux différents, et ça pourrait être un instrument pour les opérations entre États membres et surtout pour les projets communs, jouant le rôle que joue alors l'écu. À l'intérieur de nos frontières, on aurait alors notre monnaie avec une capacité commune d'en renégocier et rétablir le niveau de parité au sein de l'euro commun. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à autre chose qu'à ce garrot sur lequel nous sommes soumis, ou à une aventure, qui serait une aventure aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à convaincre les autres, et éventuellement, comme je viens de dire au bien public, pratiquer comme De Gaulle la politique de la chaise vide. Il faut un peu de courage quand on se bat sur les affaires du monde. Mais il ne faut pas tout confondre. Cet instrument, c'était ce que j'appellerais moi, je l'ai appelé le franc polytechnique, ou l'euro-franc polytechnique, parce que ça serait insister sur l'aspect d'investissement dans l'économie réelle. Ce n'est pas un bien en soi, et ce n'est pas une fin en soi. C'est le moyen absolument nécessaire qui permet aujourd'hui de mettre en place les principes du vouloir vivre en commun, qu'on a bafoué, et les principes de l'État de droit, tels que la Révolution française, sont meilleurs,
et la Révolution américaine, d'ailleurs, auparavant, a permis de mettre en place. Et sans les principes au départ, que j'ai tenté d'esquisser aujourd'hui, évidemment, le moyen perdrait tout son sens. Tout combat politique est en effet sur des principes et sur une certaine idée de l'homme. Ce qui nous ramène évidemment à un sujet essentiel pour l'Europe, sur lequel je voudrais finir, qui est la culture, au fondement de ce qui fait que nous soyons vraiment, nous puissions nous dire, entre guillemets, européens, pas au sens de l'Europe qu'on est en train de faire. Alors, aujourd'hui, c'est cette culture européenne que l'oligarchie européenne a trahie, en la dissolvant d'abord dans la médiocrité, puis dans la cupidité, je dirais, de l'argent roi. Et le fondement de l'Europe devrait être les échanges entre jeunes étudiants, élèves et apprentis, l'acquisition commune d'une culture, en remontant plus loin en avant pour aller plus loin en aval. Et ça, c'est négligé, abandonné, profané, ce qu'on vient de nous annoncer, même les Européens eux-mêmes viennent de l'annoncer, les bourses Erasmus seraient en quasi-faillite, voire en faillite. Donc ça prouve qu'ils ne croient pas du tout à leur propre système, au moins dans ce fondement. Il n'y a pas de réflexion en profondeur sur les fondements de la culture européenne, donc il n'y a pas de volonté politique. Et je voudrais que tous les jeunes Européens puissent connaître leur culture, l'échanger, la connaître, la comprendre, que, comme l'avait dit un jour, et on voit comment on régresse depuis, même Michel Pollack avait dit que pour lui, la justice dans la culture, c'est que tous les jeunes soient en état de comprendre, qu'on leur fournisse comprendre, les moyens de comprendre ce qui est en jeu dans les derniers quatuors de Beethoven. Je crois qu'il faut revenir à cette conception-là, parce que ceux qui exploitent l'Europe sont en train de provoquer par réaction un chauvinisme qui est l'autre face de la même chose, qui n'est pas le véritable nationalisme. Vous savez, De Gaulle disait, le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Et je crois que la France doit accepter les apports des autres, comme je le disais, et fournir aux autres le meilleur qu'elle a d'elle-même. Et c'est dans cet échange qu'on peut faire quelque chose qui a un sens. Aujourd'hui, c'est des choses définies d'en haut, par des gens qui pratiquent une culture qui est une culture du gain immédiat, de l'argent, et qui ne pratiquent pas une véritable culture de la vie et de l'échange de connaissances humaines. Alors, évidemment, la culture européenne est une culture de nations et de langues qui se parlent, et c'est ce dialogue, sans embrassade ou sourire pour photographe, il faut s'efforcer de reconstruire. J'y pense parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'Allemands qui apprennent le français et beaucoup moins de Français qui apprennent l'allemand qu'en 1960. Je pense que c'est malheureusement tout dire. Alors, évidemment, c'est un signal fort qui doit être donné. Il faudrait que tout jeune Européen, apprenti, élève ou étudiant, puisse passer au moins 6 mois de ses études dans un autre pays européen où l'on prépare son séjour, ce qui n'est pas le cas actuellement, avec des bourses dignes de ce nom. Il faudrait que les bourses correspondent au moins pour la jeunesse au minimum vieillesse actuelle, ce n'est pas du tout le cas. Et il faudrait des programmes Erasmus, Comenius, Leonardo, en nombre suffisant pour vraiment jeter les bases d'une Europe de la culture, et le crédit public, ça doit être aussi pour ça. Il faut partir des projets que l'on fait ensemble, des grands travaux, des lectures en commun, un lien social autour d'idées partagées, recherchées ensemble, et d'actes accomplis. Et c'est ainsi que se sont formés les États-nations, et ce n'est pas autrement que pourra se constituer une Europe en rejetant l'empire de l'argent. Au fur et à mesure de la mise en œuvre des projets et de la multiplication des connivences, il est possible, et il est même certain, que des délégations de souveraineté seront nécessaires pour les projets. Alors, mais alors seulement, car c'est à travers la réalisation physique des projets, en s'inscrivant dans le réel, que la nécessité d'une souveraineté partagée pourra trouver un accès, je pense, dans l'esprit et le cœur des citoyens. Alors, mais alors seulement, on pourra envisager une souveraineté nationale qui s'enrichisse aux autres souverainetés nationales et une souveraineté individuelle qui s'enrichisse aux autres souverainetés individuelles. Parce que la souveraineté de tout individu, y compris dans le droit de vote politique,
doit être en accord avec la souveraineté de la nation où il vit, sans ça la souveraineté aux deux niveaux s'abolit. Alors, évidemment, ce n'est pas en faisant, comme le voudrait M. Barroso, de l'Europe a non-imperial empire, ou comme l'avouait Tommaso Chioppa, l'Europe doit être, paix à son âme aujourd'hui, l'Europe doit être réservée aux compétences et pas à la démocratie. Il faut bien avouer qu'elle s'est faite sans démocratie. Je pense qu'il faut absolument sortir de ce cul-de-sac destructeur et qui devient extrêmement dangereux dans un monde qui a besoin de la France, dans un monde qui a besoin de l'Allemagne et qui a aussi besoin de l'Europe, de grands projets, de grands travaux et de grandes cultures. Mon espoir est que l'Europe des projets, des patries et de la culture, une Europe de la découverte, ce laboratoire du futur, puisse sortir de la sinistre caricature actuelle et qu'on aille vers ce que Victor Hugo appelait un jour la République universelle. Alors, pour finir, et pour vous jeter un défi, ce n'est pas la peine que je sois ici, c'est pas pour vous jeter un défi, je voudrais vous lire, parce qu'il n'est pas si connu que cela, le discours prononcé par Charles de Gaulle au château de Ludwigsburg le 9 septembre 1962. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans l'année franco-allemande, l'année de l'amitié franco-allemande, qui a été, en commémoration a commencé en septembre, pour fêter l'anniversaire de la rencontre de Gaulle et Adenauer, donc ça a commencé en septembre, et c'est en 2013 le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, donc de l'amitié franco-allemande. Alors voilà ce que disait de Gaulle le 9 septembre 1962. Quant à vous, je vous félicite. Je vous félicite d'abord d'être jeune. Je vous félicite enfin d'être des jeunes de ce temps. Sous l'impulsion d'une force obscure, en vertu d'on ne sait quelle loi, tout ce qui la concerne dans le domaine matériel se transforme sur un rythme constamment accéléré. Votre génération voit et sans doute continuera de voir se multiplier les résultats combinés des découvertes des savants et de l'agencement des machines qui modifient profondément la condition physique des hommes. Mais le champ nouveau et prodigieux qui s'ouvre ainsi devant vos existences, c'est à ceux qui ont aujourd'hui votre âge qu'il appartient de faire en sorte qu'ils deviennent la conquête, non de quelques privilégiés, mais de tous nos frères, les hommes. Ayez l'ambition que le progrès soit le bien commun, que chacun en ait sa part, qu'il permette d'accroître le beau, le juste et le bon, partout et notamment dans les pays qui, comme les nôtres, font la civilisation, et qu'il procure aux milliards d'habitants des régions sous-développées de quoi vaincre à leur tour la faim, la misère, l'ignorance, et accéder à une pleine dignité. Voilà ce qui était dit à l'époque. Eh bien, je dirais que cette inspiration, et je dirais brutalement, n'a d'abord pas été réellement suivie des faits, et ensuite a été trahi à notre époque. Et c'est à vous, jeunes d'aujourd'hui, de reprendre le flambeau, de vous battre. Voilà, c'est le message que j'ai essayé de vous communiquer. Je vous remercie de l'avoir entendu.